Salut mes gens, aujourd'hui c'est l'épisode 3 de la Twingo. Et oui, déjà, c'est magnifique. Alors aujourd'hui, cette Twingoot, alors pourquoi je l'appelais Twingoot? Parce que tout simplement, dès que tu mettais en route le moteur, ça fuyait de partout. Donc ça fuit encore de partout aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que ça va être la vidéo la plus intéressante pour vous les amis, parce qu'on va s'occuper du moteur. Mais avant de commencer par le moteur, je voulais vous remercier pour les 2000 abonnés. On est aujourd'hui 2000 sur ma chaîne à partager ces vidéos ensemble. Et je vois que petit à petit, ça commence à prendre de l'ampleur. Et je suis super content, super ravi. Merci à vous pour votre soutien. Ça fait super plaisir la famille. J'espère que ça va continuer comme ça. Et aujourd'hui, je vais me donner à fond pour vous faire plaisir dans cette vidéo de l'épisode 3 de la Twingo. Alors, générique. Bon la famille, avant le générique, je vous ai remercié pour les 2000 abonnés. Mais je voulais surtout et avant tout vous remercier du fond du cœur pour tous les commentaires que vous me laissez. À chaque vidéo, il y en a qui me suivent même à toutes les vidéos. Ils sont les premiers à me mettre un petit commentaire sympathique. Donc je voulais vous remercier tous la famille. Que ce soit ceux qui me suivent à chaque vidéo, que ce soit ceux qui arrivent sur ma chaîne YouTube, que ce soit ceux qui débarquent sur une nouvelle vidéo, voilà, un nouveau tuto, etc. Eh ben, bienvenue à vous et merci encore du fond du cœur pour vos soutiens, vos commentaires, ça fait super plaisir. Et sachez que j'adore partager toutes mes connaissances et mes bons délires avec vous la famille. Avant de continuer sur cette Twingo, je voulais faire un dernier petit point. J'ai fait une petite erreur sur la vidéo, sur l'épisode 2 de la Twingo. Quand je vous ai fait le petit tutoriel sur les pneumatiques, j'ai été gentiment corrigé par un abonné de la chaîne, que je remercie d'ailleurs, parce que voilà, je ne suis pas parfait. J'ai fait une petite erreur, j'ai oublié ma leçon sur la hauteur du pneumatique. Effectivement, sur la hauteur du pneumatique, ce n'est pas en millimètres, mais c'est en pourcentage de la largeur du pneu. C'est-à-dire que 165 mm de large, si la hauteur est marquée 55, c'est 55% de la largeur de 165 mm. Donc si tu as suivi mon détail, eh ben, tu as tout compris. Voilà. Non, mais j'ai fait la boulette et voilà, je voulais m'excuser. Voilà, j'ai oublié ma leçon. C'est les choses qui arrivent. C'est comme ça. Voilà. Donc, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Voilà. Bon, allez, les détails de la Twingoot. Voilà. Donc, l'objectif du jour, les amis, eh ben, c'est tout ça. Alors, bon, effectivement, il n'y a pas beaucoup de pièces, mais pour changer toutes ces pièces là, il va y avoir quand même un peu de boulot. Alors aujourd'hui, on va se focaliser sur le moteur, les amis. Alors, on va faire la distribution ensemble. Donc, la courroie de distribution, la courroie d'accessoires, la pompe à eau, les joints qui vont bien, le petit supplément pâte pour éviter que la Twingo se retransforme en Twingoot, n'est-ce pas? Ici, on a les vis. On va changer les 4 bougies d'allumage que j'avais oublié de commander la dernière fois. Donc, bien sûr, je les ai commandées. Et puis, j'ai pris des bonnes bougies. Voilà. Hop là. Je vais essayer de zoomer. Tac. Voilà, et puis j'ai constaté aussi la dernière fois quand je faisais le carter qu'il y avait le cache culbuteur qui était vraiment fatigué, qui fuyait au-dessus du collecteur d'échappement. Et du coup, on va le remplacer aussi, parce que ça, franchement, ça coûte, j'ai dû le payer 7 ou 8 euros. Voilà, donc bon, il y a un petit peu de main d'œuvre, mais c'est pas grave, ce sera fait, ce sera bien fait, et la Twingo retrouvera sa jeunesse d'antan. Et oui. Alors hier, j'ai démonté la batterie pour la mettre à charger. Et puis, j'ai constaté quelque chose, les amis. C'est que, tu vois, je vais la retourner. Quand tu regardes bien, cette batterie, elle a été fabriquée. Donc là, on a le mois. Donc là, elle a été fabriquée. Donc le 9, c'est septembre. Et ici, on a l'année 2012, les amis. Et oui, la batterie Noroto fonctionne encore et elle a 10 ans. Alors maintenant, j'ai la preuve en image qu'une batterie Noroto, c'est fiable. Parce que normalement, les batteries qui tiennent 10 ans comme ça, c'est plutôt des batteries Bosch qui coûtent 1,5 bras. Et là, franchement, celle-là, elle fonctionne encore plutôt bien. La voiture est restée stockée dehors pendant... Voilà, ça fait déjà quelques semaines qu'elle tourne un petit peu sur le parking. On la démarre, on la déplace, machin. Donc elle ne tourne pas vraiment, elle n'a pas vraiment le temps de recharger et pourtant elle démarre bien. Mais hier, elle était un peu faiblarde quand même, à force de faire des petits démarrages et puis juste de la déplacer. Donc je me suis dit, je vais la démonter et puis je vais la recharger.
Mais quand j'ai vu la date de fabrication, bah ça, je ne peux pas y laisser, les amis. Et non, une batterie de 10 ans comme ça, le pauvre client qui va racheter la voiture, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va lâcher, mais à mon avis, elle ne va pas tenir des masses longtemps. Donc, je vais, là, je ne l'ai pas en stock, mais je vais aller racheter une batterie, puis je vais en mettre une neuve. Voilà, une petite batterie comme ça coûte à peu près 50-60 €. Et puis, bah, tant pis, hein, ce sera toujours ça en moins sur les bénéfices. Mais bon, je ne peux pas remettre une vieille batterie qui a 10 ans, c'est pas possible. Donc, je vais la remplacer. Mais voilà, je voulais dire respect aux batteries Noroto, les amis. Parce que 10 ans pour une batterie pas chère, franchement, c'est bien. C'est très correct, c'est honnête. Voilà. Donc, félicitations, Noroto. Bon, alors voilà, on est devant le moteur que j'ai nettoyé il y a 2 semaines. J'ai mis un bon coup général là-dedans parce que c'était dégueulasse. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans l'épisode 1, c'était plein de feuilles mortes. Enfin, c'était sale et tout. Donc, j'ai mis un bon coup de nettoyant haute pression général. Voilà, bon, je n'ai pas trop insisté non plus parce que les composants électroniques n'aiment pas vraiment. Mais voilà, on va attaquer cette Twingo. Donc, on va faire la distribution ici. Il va falloir que je démonte le collecteur d'admission ici pour pouvoir avoir accès au cache culbuteur ici que je vais devoir démonter pour changer le joint. On va en profiter pour changer les 4 bougies. On va en profiter pour changer la courroie d'accessoires aussi. Et puis on va en profiter pour terminer l'entretien. Parce que là, dans l'épisode 2, j'avais fait le carter. Donc forcément, j'ai changé le filtre à huile et j'ai mis une huile neuve. J'ai mis de l'huile neuve. Au passage, c'est préconisé de mettre de la 1040. Voilà, mais moi j'ai mis de la 540 parce que ici on est en région montagneuse et l'hiver par grand froid c'est quand même mieux d'avoir une huile avec une viscosité un peu plus liquide. Voilà, donc bien sûr je me suis renseigné auparavant si c'était pas dangereux pour le moteur. On m'a dit qu'il n'y avait aucun problème, au contraire, ça lui ferait du bien. Donc j'ai mis de la 540 classique essence. Voilà, on va faire aussi tous les niveaux. Bon ça après je vais peut-être vous y épargner, hein. Vous savez faire vos niveaux vous-même. Voilà, je vais tâcher d'aller acheter une batterie si j'ai le temps, puis de mettre une batterie neuve. De toute façon, il fallait que je la dépose pour faire ma distribution, très important. Donc voilà, on va démonter le papillon, on va démonter le filtre à air, on va démonter la bobine d'allumage, voilà, et puis on va faire un peu de place là-dedans pour travailler. Donc pour faire la distribution, normalement, j'ai pas besoin de démonter tout ça, mais étant donné que je dois aller démonter ici le cache culbuteur, je me suis dit que je vais commencer par faire une grosse place là-dedans, comme ça. Ça va me faciliter la tâche pour faire et ma distribution, et mes joints, et mes bougies, et puis finir mon entretien au remontage. Voilà. Bon, la famille, alors avant de commencer à démonter quoi que ce soit, il va falloir que je m'organise, parce qu'il y a pas mal d'éléments que je dois déposer, et il ne faut pas s'y prendre n'importe comment. Il ne faut pas commencer à démonter alors que les connectiques sont encore branchés, par exemple. On n'a pas commencé à démonter le collecteur d'admission alors que les câbles sont encore en place. Voilà, donc il y a une organisation, il faut faire ça étape par étape, intelligemment, pour ne rien abîmer, et puis aussi pour que je m'y retrouve au remontage, les amis. Alors bien sûr, là on est sur une Twingo, c'est pas compliqué, mais enfin quand même. Alors là, j'ai de la chance parce qu'en fait, mes câbles de bougies sont notés. Alors où c'est que je l'ai vu? Alors ici, bon là on voit il y a 2, 3, 4 et puis le 1, il est là. 1, ici. Donc ça franchement, c'est super bien. Parce que ça va me permettre de remettre mes câbles dans le bon ordre d'allumage. On voit qu'il y a 2 câbles, par exemple le 2 et le 3, ils ont quasiment la même longueur. Donc je pourrais très bien inverser et puis mon moteur il va tout simplement pétouiller et donc ce serait pas bien du tout. Donc là je vais enlever tout ça, je vais déposer la bobine. Tac. Donc je déconnecte ici ma connectique. Voilà. Alors là aussi ce qui est bien, si vous le faites vous-même sur votre Twingo, c'est que les connectiques, là, avec les années, elles ont pris une forme, une certaine pliure. Donc souvent, c'est assez facile quand vous enlevez, par exemple, là, je vais enlever celle-ci aussi, je vais enlever celle-là aussi. Voilà, tac. Là, quand on enlève toutes les connectiques, on sait d'office à peu près où elles vont. Alors après, bien sûr, vous avez la forme de la prise, hein, mais au moins, vous ne pouvez pas trop vous tromper. Donc ça, c'est pas mal.
Voilà, donc on continue sur la bobine. Je vais commencer par ça. Donc c'est du Torx. Pour pouvoir avoir accès à ma bobine et aux vis qui sont derrière, il faut que je dépose le filtre à air. Donc pour ce faire, c'est pas compliqué, je viens déjà de les retirer. Donc vous avez ici deux sangles. Une, la deuxième coquine, elle a filé derrière. Hop, donc la deuxième qui vient ici, donc vous enlevez ces deux sangles, vous tirez ici, vous venez appuyer comme ça, vous venez tourner. Hop, voilà. Tac. Donc en fait, il faut juste enlever celui-là. Déjà, je vais... Oh mon Dieu. Regarde la gueule du vieux filtre, frérot. Regarde, il y a carrément de la mousse qui s'est barrée à l'intérieur du filtre. Alors ça, pour niquer ton moteur, il n'y a pas mieux. Ah là, il était vraiment temps de faire l'entretien là-dessus. Mon Dieu. Puis après, les gens disent, putain, la voiture, ça coûte cher. Je suis tout le temps au garage. Bah ouais, bah fais tes entretiens, frérot. Hein? Un petit billet chaque année, puis ça évite le gros billet au bout de 3 ans. Voilà. Après, tu me diras, 3 petits billets égale un gros billet. Ça revient au même. Non, mais après, sérieusement, pour la longévité de ton moteur et pour éviter les grosses pannes. Parce que tu vois, là, si la mousse et tout, ça part là-dedans, mais laisse tomber, c'est l'enfer. Ça part dans le moteur, ça te bouge tout, là. Voilà, donc j'ai sorti ma bobine avec ses fils. Donc là, maintenant, ce qui est important, c'est de ne pas les déconnecter ici. Parce que si je les déconnecte ici, bah après, je ne sais plus comment ils vont aller. Bon, après, je pourrais trouver toujours... si ça vous arrive, les amis, hein, vous allez sur Internet, vous cherchez le schéma, vous allez toujours trouver. Mais bon, si je peux éviter de perdre une demi-heure dans le vide et me faire chier, ce serait toujours mieux. Donc n'oubliez pas, quand vous déposez ça, le départ du cylindre 1, il est toujours côté boîte de vitesse. Donc 1, 2, 3, 4. Donc après, quand vous remettez votre bobine en place, vous remettez les fils, 1, 2, 3, 4. Vous les remettez dans leur petit clipso là. Et puis, c'est une affaire qui roule. Hein. Voilà. Bon, bah, j'ai déjà pas mal de place là. Allez, on continue. On va déposer cette fois-ci on va déposer la boîte à air. Et puis, on va passer au collecteur. Donc, la pièce la plus importante de cette opération démontage. Alors, quand vous déposez votre boîte à air, les amis, faites attention, ici, vous avez des petites durites. Derrière, sur le collecteur d'admission, vous avez encore des petites durites ici. Donc ça, quand vous allez remonter après, il ne faudra surtout pas oublier de les remettre en place. Voilà, sinon c'est perte de puissance, prise d'air et compagnie. Voilà, donc déconnectez bien ici, starter automatique. Hop. Alimentation, boîtier papillon. Tac. Voilà, vous mettez vos fils bien de côté. Voilà. Voilà, donc pour ce faire, je vais enlever ma tirette d'huile avec ma belle huile toute neuve. Puis je vais mettre un petit bout de papier dans l'orifice de la jauge de contrôle de niveau d'huile. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? Parce que comme vous pouvez peut-être le constater, il y a encore un petit peu de la merde à gauche à droite, des petits résidus de feuilles d'arbres, d'épines de sapin, de machin. Et en manipulant, ça peut éventuellement tomber dans l'orifice de la jauge à huile. Et ça peut venir boucher la crépine. Alors là, on est à l'extrême, hein, mais pour éviter ça, je mets quand même un bout de papier par sécurité. Bon, alors ensuite, je viens analyser la situation. Donc là, je vais commencer par mettre un petit peu de dégrippant, parce que je vois que les vis sont rouillées. Donc j'analyse où se trouvent toutes les vis. Alors notamment celles qui sont rattachées à la culasse. Là, hop. Tac. Alors comme tu peux le voir, je me suis attaqué au collecteur déjà. Donc j'ai commencé à enlever une vis là, une vis là. J'ai commencé à démonter les vis qui tiennent sur la culasse.
Et donc pour ce faire, il va te falloir quand même, si tu le fais toi-même, il va te falloir quand même un aimant parce qu'il y a des vis qui sont vraiment au fond là. Il faut dévisser avec attention et puis aller chercher avec un petit aimant, comme ça. Alors attention les amis, quand vous démontez votre collecteur sur votre Twingo, donc vous avez une vis en haut, une vis donc à gauche, à droite en haut. Vous avez 4 vis en dessous du collecteur. Vous avez 2 vis ici. Et puis surtout, j'ai oublié de vous le dire, vous avez 2 vis là qui tiennent le boîtier papillon. Donc là en fait, ne cherchez pas à tirer dessus parce que vous voyez, j'arrive pas à le bouger. Donc je me demandais pourquoi. Et en fait, je constate que ici, sous le papillon, vous avez 2 vis de 10 à enlever. J'ai oublié d'enlever le câble d'accélérateur, les amis. Et maintenant, si je dis pas de conneries, donc faites bien attention parce que vous avez vu comme moi les amis, il y a des durites un peu partout. Donc là on est sur la durite d'alimentation en essence. Hop là. Donc si vous ne faites pas ça tous les jours, je vous conseille quand même de prendre quelques photos, de prendre des notes. Voilà, enfin d'essayer de travailler organisé parce qu'il y a beaucoup de câblage à remettre en place, des durites, des retours de circuit d'air, etc. Et puis voilà, là la grosse pièce est venue. Hein. Bon la famille, je vous fais une petite visite guidée. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup plus de place maintenant. C'est super intéressant et puis on peut voir à travers les soupapes. Vous avez vu comme c'est sale, que c'est vilain là-dedans. Il y a plein de merde qui sont restées dans les orifices. Donc là, pour remplacer les bougies d'allumage, il va falloir que je nettoie bien. Pour éviter qu'au démontage, il y ait de la merde qui s'infiltre dans le moteur, donc dans la chambre de combustion. Ce qui serait désastreux. Surtout si c'est un caillou, enfin, peu importe ce que c'est, mais ce serait désastreux. Voilà. Donc maintenant, on va s'atteler à démonter ce fameux capot. Voilà, ce cache-culbuteur. Et puis, on va en profiter pour changer les bougies, vu qu'on a toute la place nécessaire sans se prendre la tête. Bon, alors pour ce faire, et si je dis pas de bêtises, il faudrait une clé de 10. Parce que sur un 8 soupape, c'est la première fois que je le fais. Hein. Donc voilà, je vais peut-être, je sais pas, je découvre comme vous les amis. Donc une clé de 10, tac, 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 tac. On va faire le tour ici. Là, je vois qu'il y a des espèces d'écrous avec des vis qui passent par le dessous. Alors j'espère que ça va pas être la punition du jour, tout simplement. J'espère que ça va pas se transformer en enfer Clio, n'est-ce pas? Bon, je m'inquiète les amis. Parce que je viens d'enlever toutes les vis là, tout autour. Il n'a pas l'air de vouloir bouger. Alors est-ce qu'il est juste collé avec les années et puis j'ose pas trop tirer dessus? Ou alors est-ce que il y a ces 3 vis là-bas derrière là qui ont... je vais vous montrer ça. Vous voyez là, ici, là, là et là. Là, il y a 3 vis qui passent par le dessous. Je ne sais pas du tout ce qu'elles tiennent. En tout cas, ce que je sais, c'est que c'est archi gras. Tu vois, j'ai enlevé les vis là, là, toi. Je vais faire quelque chose que je suis pas trop fan. Je vais venir avec un petit tournevis, puis j'ai oublié une vis quelque part là. Je comprends pas. Ah! Ici les amis. Il y a une vis juste derrière le bouchon là. À mon avis, il y en a plus d'un qui a dû péter le capot à cause de ça. Tu vois? Pourtant j'ai déjà fait le tour tout à l'heure, puis j'ai pas fait gaffe, tu vois, mais c'est plein d'eau alors c'est pour ça. Bon alors maintenant est-ce qu'il va venir ou pas? Ah oui. Ah oui. Ah oui. J'aime quand un plan se déroule sans accroc. Ah oui. Moi je dis ah oui, mais hein. Ah oui, de pas grand chose. Il y a tout le bordel qui vient avec là. Oh mon Dieu. Ok. Il va falloir que j'enlève tout le câblage au fond. Et puis la durite de liquide de refroidissement là. Bon. C'est quand même pas une mince affaire hein, pour changer le joint là-dessus. Il y en a du démontage. Bon alors, j'ai réussi à enlever mes câbles ici.
Donc ça, c'est pas un problème. Par contre, j'ai une canalisation de liquide de refroidissement qui passe là, une durite. Elle passe dessous, puis elle vient être alimentée sur la pompe à eau que de toute façon, je vais devoir démonter tout à l'heure pour remplacer. Donc en fait, je vais tout simplement la sortir. Voilà. Oh. Bon bah là les amis, on voit que ça a vécu. Hein. Ça a vécu de chez vécu. Ouais. Il y a déjà un bon coup de nettoyage à donner. Ça c'est une certitude. Et puis c'est quand même une galère. Faut appeler un chat. Hein. C'est une galère. Donc là, il va falloir enlever la durite derrière. Il faut enlever les câblages. Machin, il faut passer par-dessus. Quand tu sors le cache-culbuteur, tu vois, tu as des arêtes en métal là. Tu vois, tu as des arêtes en métal. Il faut faire attention de ne pas rayer le plan de joint. Tout ça, parce que si tu rayes, bah, ça fuit. Là, et bah là, on peut voir aussi que le moteur, bah, il est sale. J'ai mis un petit coup de nettoyage rapide. Bon, alors après, je ne suis pas allé dans les détails. Voilà, je ne suis pas allé non plus au petit cure-dent, machin, etc. Mais voilà, un bon coup de propreté. J'ai posé le joint neuf. Comme vous pouvez le constater, il dépasse maintenant. Avant, il était complètement écrasé, il était complètement dur. Donc forcément, ça fuyait derrière le moteur à vitesse grand V. Ce qui générait donc une surconsommation d'huile. Donc le mec, il devait être tout le temps en train de remettre de l'huile. Et puis bah, aussi les odeurs dans l'habitacle, hein, quand vous mettez le chauffage et que vous avez des fuites d'huile comme ça au moteur, souvent ça remonte dans l'habitacle et puis c'est très désagréable. Donc voilà, donc là un petit coup de propre, un joint tout neuf, là tu as vu l'autre côté, un bon petit coup de propre aussi, j'ai même mis un petit coup de propre au bouchon, et puis bon, on va remonter tout ça, et puis ça va être une affaire qui roule. Alors bien sûr les amis, faut pas y craindre, hein, faut mettre aussi un petit coup de propre sur le plan de joint, très important, j'ai failli oublier de vous le dire. Donc, un bon coup de propreté sur le plan de joint, sans mettre de la merde partout. Oh, regarde ce que j'enlève. Regarde la croûte de merde. Ouais, je crois que... il va y avoir du boulot sur le plan de joint. Voilà, vous faites bien le tour et puis c'est une affaire qui roule là. Voilà, comme tu peux le constater, j'ai nettoyé mon plan de joint. Tu peux voir aussi que j'ai changé déjà les 4 bougies d'allumage. Là, on peut voir que celles-ci, elles étaient là depuis un petit moment. Et d'ailleurs, je me demande, elles sont estampillées Renault. Alors, je me dis quand même, 200 000 km, c'est pas possible. Tu vois, elles n'ont pas l'air tellement bouffées que ça. Donc, je pense qu'elles ont été remplacées au moins une fois, ces bougies. Voilà. Cependant, par sécurité, vu que je ne sais pas quel âge elles ont, je les ai changées. 4 bougies neuves et c'est une affaire qui marche. Alors maintenant, je vais m'atteler au remontage du cache-culbuteur et puis on va attaquer la distribution après. Voilà, comme tu peux le voir, à côté de moi, j'ai remonté mon cache-culbuteur. Alors, il y a quelques petites préconisations à prendre si tu le fais toi-même, mon ami. N'oublie pas de mettre un petit peu d'huile de vidange ou alors un petit peu de lubrifiant silicone sur le joint avant de le poser pour éviter que si tu le poses à sec, il se vrille et qu'il se mette à fuir à nouveau alors qu'il est tout neuf. Voilà, alors il y en a qui rajouteront de la pâte d'étanchéité, machin, etc. Bon, eh ben moi j'ai regardé les préconisations constructeurs dans ma petite fiche technique. Et donc ils disent tout simplement qu'il faut mettre un léger filet d'huile avec la main pour bien mettre le joint en place dans son logement, un léger filet d'huile pour qu'il s'écrase bien droit sur le plan de joint de la culasse. Et puis ensuite, alors bien après ils disent aussi qu'il faut serrer au couple, machin, etc. Bon, moi j'ai pas serré au couple, voilà. Par contre j'ai serré en croix.
Donc serrez bien en croix les amis, parce que ça c'est une pièce plastique qui peut facilement se fendre. Si vous serrez comme un gros bourrin la vis, par exemple ici à droite, et puis vous n'avez pas du tout serré à gauche, ça peut vriller la pièce et ça peut la fendre. Donc moi j'ai fait un pré-serrage à la main, donc juste bloquer les vis partout, et puis après j'ai fait un serrage en croix, assez fermement, mais pas trop fort non plus. Voilà, juste de quoi écraser le joint. Et puis bah, moi je suis sûr que ce joint-là ne bougera pas avant la mort de la voiture. Bon mes gens, ça ira mieux si j'éteins la frontale. On va passer à la distribution. Voilà, donc j'ai déjà fait au préalable un petit peu de place pour gagner du temps. Voilà, donc j'ai enlevé, comme tu peux le constater, le passage de roue, la roue avant droite. J'ai fait un petit peu de rangement et de ménage sur mon établi de travail. Et puis bah voilà, maintenant j'ai accès à mon bas moteur. Donc il va falloir que je vienne ici déposer donc la vis du vilebrequin, que je vienne détendre mon alternateur pour pouvoir enlever la vieille courroie. Et puis pour pouvoir aussi démonter les caches qui sont dessous, avoir accès à la pompe à eau. Donc là vous allez voir, on va travailler en deux étapes, enfin en deux niveaux on va dire. C'est-à-dire que là, je me suis préparé donc avec le véhicule levé, la partie garde-boue, la partie roue, la partie petits accessoires qui m'emmerdent pour passer les mains, etc. Donc voilà, je l'ai fait à hauteur d'homme pour ne pas me faire mal au dos. Puis maintenant, je vais redescendre la voiture. Vous allez comprendre pourquoi on ne pourra plus la lever. Enfin, en tout cas, pas facilement. Après, si je voulais vraiment la lever, je pourrais la lever. Mais c'est parce qu'on va démonter le support moteur. Voilà. Et donc après, je vais travailler avec un cric au sol. Donc c'est pour ça que je ne voulais pas laisser le véhicule en bas, enlever le garde-boue à genoux, machin, etc. Donc là, j'ai travaillé à hauteur d'homme. J'ai enlevé tous mes accessoires que je n'ai pas besoin. Et puis ensuite, maintenant, on va descendre le véhicule et puis travailler par le dessus du moteur. Nous voilà donc de retour sur le dessus moteur. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on dépose, les amis? Eh bien, il va falloir qu'on dépose. Alors déjà, je vais venir desserrer ici ma vis d'alternateur. Donc, cette vis-là, c'est celle qui maintient le réglage de la tension de la courroie. Donc, je vais venir la démonter ici. Et puis, dessous, derrière, vous avez une vis de 18 ou de 16. Alors, attends que je ne te dise pas de conneries, je vais regarder. De 16. Vis de 16. Dessous, donc tu desserres un tour et demi. Ici, tu viens desserrer, puis ton alternateur va bouger. Tu pourras enlever ta courroie. On va ensuite venir mettre un cric sous mon carter tout neuf, en espérant que je ne vais pas le plier, mais normalement, ça devrait faire. Hein. Ce n'est pas la première fois que je fais une distrib. Donc, hop, un cric sous le carter, et puis vous allez venir maintenir votre moteur, et on va déposer ici le support moteur. Et puis après, on va venir s'attaquer à déposer tous les caches qui maintiennent, qui cachent cette fameuse courroie de distribution. Et puis bien sûr, il va falloir enlever la poulie d'ampère et la vis de vilebrequin. Bon, comme tu peux le constater, j'ai déjà bien avancé sur le démontage. Donc il me reste la vis de vilebrequin à déposer, la poulie d'ampère et puis un petit cache plastique qui est caché derrière. Voilà. Là, tu peux constater que la courroie, elle n'est pas si vilaine que ça en fait. Hein. Alors, elle est estampillée Renault, donc je pense que la distribution a dû être au moins faite... Enfin, c'est même pas que je suppose, parce qu'on voit des repères ici qui ont été marqués. Tu vois, donc c'est sûr qu'elle a déjà été faite au moins une fois, cette distribution. On voit que la pompe à eau est un peu plus claire que le reste du moteur. Donc, je pense qu'elle ne doit pas être si vieille que ça, la distribution. À mon avis, elle doit avoir dans les 4-5 ans, à l'œil, hein, avec l'expérience. Voilà, cependant, comme je n'ai pas d'historique... et que je n'aurais su quoi dire au nouvel acquéreur quand il m'aurait posé la question, la distribution elle est à jour, nanani nanana, je serais passé pour un con sans savoir quoi lui répondre parce que je ne sais pas quand elle a été faite. Donc du coup, je refais cette distribution comme ça, quand le nouvel acquéreur il viendra me demander et la distribution, je dirais monsieur, elle est toute neuve, avec une pompe à eau, avec du nouveau liquide de refroidissement, et puis un nouveau galet, et puis c'est magnifique, et puis une nouvelle courroie d'accessoires aussi, monsieur. Donc du coup, cette voiture, je peux vous la vendre au prix affiché, sans aucun problème. Voilà, donc pour trouver ton point mort haut, il va falloir que tu déposes ici ta poulie d'ampère. Donc avec, ça c'est une douille de 18, hein, écrou de 18. Donc tu déposes ça, donc moi perso j'ai déposé au petit pétard avec le Monster. Voilà. Et puis ensuite, il va falloir que tu remettes ta vis, tu vois,
dans l'emplacement là-bas, que tu fasses des tours à la main et puis que tu viennes ici au repère. Alors attends, je vais prendre le bout de ma vis. Tac. Toi, tu as une espèce de ligne là, puis dessous, tu as un petit trait ici là. Tu vois, donc tu viens te prendre ici. Voilà. Et tu dois absolument être calé avec le repère ici, en haut. Alors tu vois, attends, j'essaye de te filmer tant bien que mal comme je peux. Ici, tu as un V. Donc si tu regardes, alors moi j'ai regardé avec la caméra d'inspection, en fait, tu as un V, puis tu as une espèce de petite flèche. Donc en fait, ce repère-là doit être vraiment en plein milieu du V. Voilà. Donc là, une fois que tu as fait ça, donc là, tu as trouvé ton point mort haut. Et là, donc, on va pouvoir déposer la distribution. Très important. Et n'oublie pas une chose. Hein. Eh bien, débranche ta batterie, mon gars. Très important. Voilà, on ne sait jamais. Il peut y avoir un faux contact. Il peut y avoir le démarreur qui s'emballe. Et puis, tu n'as pas ta courroie qui est fixée dessus. Puis bah là, tu peux dire au revoir à tes soupapes et puis à tes têtes de piston. Hein. C'est sûr, mon gars. Donc, tu déconnectes ta batterie, très important. Et tu peux faire ta distribution en toute sécurité. Voilà, donc je vous ai posé tant bien que mal mon joli téléphone pour que vous puissiez voir la dépose de la courroie de distrib. Alors bien sûr au préalable, donc je me suis refait des repères quand même. Voilà, bon après il y a déjà des repères sur les poulies, etc. Donc c'est vraiment pas difficile, vous n'êtes pas obligé de le faire. Mais voilà, moi je me dis que c'est une petite sécurité supplémentaire qui coûte rien et puis qui peut éviter bien des galères. Donc là je vais déposer le galet tendeur. Donc très important, quand je vais le déposer, je vais regarder dans quel sens il tourne. Parce qu'après, il va falloir que je le retende dans le même sens qu'il a été déjà tendu précédemment par le technicien de chez Renault qui a fait cette distribution. Voilà. Donc très important, si vous le faites vous-même, regardez bien au moment de desserrer dans quel sens il va tourner pour que vous le retourniez, que vous refassiez la tension de la courroie dans le bon sens, très important. Alors hop, on y va. Alors désolé, j'ai pas la bonne position, mais bon, il faut que je vous filme en même temps. Voilà, nickel. Donc là, on voit qu'il s'est desserré dans le sens des aiguilles, d'une montre. Oui, c'est ça. Donc du coup, bah, quand je vais vouloir retendre ma nouvelle courroie avec le nouveau galet, il va falloir que je tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Très important. Donc là, on vient délicatement enlever la rondelle et l'écrou. Tac. Puis ensuite, on va venir enlever le galet. Donc, on regarde s'il y a un sens, très important. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a les deux tétons pour la tension qui va face extérieure. Là, si on regarde bien le dessin, les amis, on dirait un petit bonhomme avec deux yeux qui est choqué de quelque chose. Voilà, enfin bref, c'est un délire, on s'en fout. Donc voilà, donc les deux petits tétons face extérieure et puis le trou unique face intérieure. Voilà. Et puis ensuite, on vient délicatement. Oh, de la courroie, c'est bien venir. Ah, j'ai pas la bonne position. Je vais essayer de passer comme ça. Voilà. C'est bon. Hop là. Ça, je vais venir y caler derrière. Tac. J'ai mis ma lampe torche pour éclairer, mais on n'y voit que dalle. Là. Voilà. Donc j'ai retiré ma vieille courroie. Donc maintenant, ce que je vais aller faire, les amis, c'est que je vais aller contrôler que ma nouvelle courroie soit la bonne. Alors bon, j'en suis sûr à 100% parce que j'ai commandé, bien sûr, je me suis assuré de commander la bonne avant de tout démonter comme un gland. Voilà, mais bon, on va dire que pour la vidéo, il faut que je vous explique de bien contrôler que vous avez la bonne courroie avec le même nombre de dents, la même largeur, très important. Hein, parce que si vous remontez une courroie qui a une ou deux dents en plus, ce qui peut arriver chez certaines marques ou certains modèles de voitures, voilà, et ben, votre moteur s'enverra désynchronisé. Et là, et ben, c'est la casse moteur, les amis. Donc, assurez-vous bien d'avoir le bon kit, très important. Voilà, donc je vais venir maintenant déposer ma pompe à eau.
Alors je vais quand même tant bien que mal essayer de faire tenir cette lampe torche, que vous y voyez clair. Voilà. Donc pour déposer ma pompe à eau, je vais devoir venir enlever les 2 vis qui sont ici. Voilà. Et puis il y a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vis. Donc en douille de 10 qu'il va falloir déposer. Et puis ici vous avez un petit rebord, vous voyez, juste au-dessus là du raccord pour la durite de liquide de refroidissement. Et c'est à cet endroit-là qu'il va falloir venir avec un petit tournevis pour la décoller. Parce qu'une fois que vous aurez enlevé toutes les vis, elle sera un peu collée, les amis. Donc là, vous venez avec un tournevis légèrement, clac, clac. Donc là, vous appuyez pas sur la culasse, mais bien sur le bas moteur, donc la partie en fonte. Et puis gentiment, vous venez à décoller. Puis normalement, au bout d'un moment, clac, il vient tout seul. Puis vous n'avez plus qu'à la retirer. Et puis, on va faire ça tranquillement. Voilà, donc avant de faire ce que je vais vous montrer là, les amis, assurez-vous d'avoir 9 vis. Donc il y a 7 vis qui tiennent la pompe à eau. Et vous avez 2 vis ici. Donc 7 et 2, 9. Donc moi j'ai compté, j'ai bien mes 9 vis. Donc je les ai toutes enlevées. Je vous dis ça parce que vous n'avez pas tellement de visuel dessous. Donc du coup, ça se peut que vous oubliez une vis. Et puis qu'en forçant, vous la cassiez dans le moteur et que ce soit la merde. Hein. Puis ensuite, vous venez gentiment décoller la pompe à eau. Alors mettez un bac dessous pour récupérer les vieux fluides parce que ça va couler. Là, hop, tac, tac, là. Hop, voilà. J'ai eu la vieille pompe à eau. Pas si vieille que ça, je pense. Hein. Elle est estampillée Renault, voilà. Elle est encore bien claire. Bon, je pense qu'elle n'est pas... Elle n'a pas 20 ans en tout cas, ça c'est sûr. Voilà. Mais bon, ça lui fera pas de mal d'être faite. Hein. Alors maintenant, très important, il faut que vous nettoyez bien votre plan de joint, les amis. Voilà. Et puis essayez d'enlever un maximum le liquide de refroidissement qui coule. Parce que là, du coup, pour le coup, j'ai un joint. Donc ici, ils avaient un joint métal, un joint acier. Donc il n'y a pas besoin de rajouter de pâte. Moi, le joint qui m'a été fourni, c'est un joint papier. Donc moi, je vais faire un sandwich. Je vais mettre pâte sur la pompe à eau, pâte sur le joint. Je vais mettre le joint, repâte et refixation. Donc là, il faut que ce soit bien nettoyé et bien séché, bien dégraissé. Très important. Comme tu peux le voir, j'ai remonté la nouvelle pompe à eau. Donc bien sûr, j'ai fait comme j'ai dit tout à l'heure, pâte à joint, joint papier, repâte à joint. Donc j'ai fait un sandwich. Et puis ici aussi, ici je vais vous montrer les amis, on a un petit joint. Voilà, espèce de joint torique rectangulaire comme ça. Avec les années, il s'écrase et puis ça fuit aussi. Donc du coup, j'ai nettoyé mon coude ici. J'ai dégraissé mon support de la pompe à eau. Et puis pareil, j'ai fait sandwich. Donc j'ai mis un petit peu de joint donc du joint pâte dans l'emplacement du joint torique ici. Et puis j'ai rajouté un petit filet de joint pâte sur la pompe à eau. Sandwich, clac. Ils ont fourni 2 vis neuves plus courtes. Du coup, je les ai mises. J'en ai déduit qu'en fait, ces vis-là étaient peut-être trop longues pour rentrer dans cette pompe à eau là, qui n'est pas de la même marque et peut-être pas fabriquée de la même façon. Donc du coup, j'ai mis les vis qu'ils ont fournies avec. Voilà, et puis ça tient parfaitement bien. Donc maintenant, on va laisser sécher tout ça. Bon là, j'ai mis un joint qui sèche relativement assez rapidement. Donc là, on va pouvoir le remettre assez vite avec du liquide de refroidissement. Et il n'y aura pas de problème, ça ne va pas fuir. Voilà, donc tac. Donc on s'assure bien que sa pompe à eau tourne. Voilà, sait-on jamais. Hein, peut-être que ça peut bloquer ici. Ça serait désastreux pour le moteur. Donc voilà, donc on s'assure que ça tourne. Attention à bien serrer vos 9 vis, donc les 7 de la pompe à eau. Donc pareil, vous serrez en croix, vous faites un pré-serrage et puis ensuite vous serrez, vous faites un bon serrage final à la main. Pareil, j'ai pas serré au couple, hein, donc vous serrez pas comme des gros bourrins. C'est de la petite visserie, donc vous serrez relativement fermement, mais pas trop. Voilà, et puis celle-ci, par contre, il ne faut pas les serrer trop fort, hein, parce que là, on est sur du plastique. C'est vissé dans la pompe à eau qui est en alliage léger, donc c'est relativement fragile. Donc là, il faut vraiment
Juste bloquer ce qu'il faut et basta, terminé. De toute façon, hein, le joint patte, vous avez vu, il y a un bourrelet, il fait largement le travail. Voilà, puis on va repasser au remontage de la courroie de distrib maintenant. Là, donc j'espère que je ne vais pas trop galérer parce qu'avec la caméra qui est juste en face, j'ai pas la position que j'ai d'habitude pour travailler. Donc on vient bien tendre le côté droit. On s'assure bien que vous êtes en face des repères, très important. Là, hop, tac. Voilà, donc là, désolé, j'ai dû pousser un peu la caméra. Hop, j'ai bien remis ma courroie en place. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, moi je m'étais fait des repères. Donc par rapport en bas, repère, repère, repère. Et puis ensuite, je vais venir tendre mon galet tendeur à la bonne tension. Alors à la bonne tension, normalement, vous avez des galets avec des flèches qui se croisent. Et quand les flèches arrivent en face de la marque, vous êtes hyper bien tendu. Enfin, vous êtes hyper bien tendu. Vous êtes tendu pile comme il faut. Pardon, je m'exprime correctement. Et là, sur ces modèles de distribution, bah, ils ont fait un galet fixe avec un trou qui n'est pas axé, donc qui n'est pas pile au milieu. Et donc, c'est à nous à régler la tension. Alors, normalement, il y a un tensiomètre, machin, etc. Moi, je ne l'ai pas. Donc, bah, je vais me démerder tant bien que mal pour y tendre le plus correctement possible. Voilà, avec mon expérience, en sachant que trop tendu, c'est pas bon, pas assez tendu, c'est pas bon. Donc, voilà. Et puis, bah, on va se débrouiller comme ça. Voilà. Donc, j'ai pris le vieux galet pour vous montrer. Donc là, je ne sais pas si vous vous souvenez, en début de distribution sur cette vidéo, on avait vu le galet qui s'était détendu dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc bah, maintenant, on va le retendre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour qu'il soit tendu dans le bon sens. Donc là, moi, je n'ai pas l'outil spécifique Renault, donc je me démerde avec la bite et le couteau, hein, comme on dit chez nous. J'ai pris une pince longue bec coudée. Voilà. Et puis hop, je vais me prendre dedans, clac, et puis je vais faire ma tension, puis bah, petit à petit je vais contrôler. Voilà, donc là, il va falloir une clé à œillet de 16 qu'on va venir précédemment placer. Hop, le serrage, c'est dans ce sens-là. Tac, alors je sais pas si vous y voyez bien, mais je suis désolé, j'ai la caméra qui est pile devant. Bon. Ma pince long bec n'allait pas, elle était beaucoup trop longue, trop large, donc elle passait pas dans le compartiment moteur. Donc je me suis débrouillé avec une pince à épiler. Alors c'est pas une pince à épiler, ça y ressemble. C'est une pince pour la petite précision, la mécanique de précision, aller chercher les petites choses, les petites vis coincées, des trucs comme ça. Voilà, donc c'est des petites pinces qu'on utilise en mécanique. Mais du coup, comme tu peux le voir, je l'ai mise dedans, je suis venu tourner comme ça. Et j'ai réussi à faire une tension correcte. Voilà, donc si vous le faites vous-même, attention de ne pas trop tendre votre courroie parce qu'il y a de fortes chances qu'elle pète d'un coup net. Et du coup, c'est la casse moteur, ce serait dommage. Et attention qu'elle ne soit pas trop souple dans son logement une fois que vous avez serré l'écrou afin qu'elle ne flotte pas et puis qu'elle se décale d'un cran, 2 crans, 3 crans, puis que ce soit aussi la casse moteur. Bon, alors voilà, j'ai installé ma courroie. Donc bien sûr, j'ai bien contrôlé qu'on soit en face des repères. Je sais, je me répète, mais c'est très important. Voilà, et puis ensuite, vous venez regarder que vous puissiez faire un petit quart de tour. Alors c'est compliqué à vous montrer, il n'y a pas de place, je suis désolé. Hop, tac. Donc vous regardez que vous arriviez à faire un léger quart de tour avec votre courroie. Voilà, là pour moi, il y a la bonne tension. Donc bien sûr, maintenant on va effectuer les quelques tours de moteur à la main, n'est-ce pas? Et puis après, on va recontrôler la tension de la courroie. Alors moi, je l'ai déjà préalablement bien mise droite au maximum pour éviter de devoir redesserrer, resserrer, retendre, machin, etc. Donc voilà, normalement, ça devrait être bon. Mais bon, si jamais vous avez fait vos tours de moteur et que votre courroie s'est trop détendue, il va falloir que vous rectifiez le serrage à nouveau. Hein, très important. Donc une fois que votre courroie est bien tendue, que vous avez fait vos tours, que vous avez recontrôlé, que vous avez tout fait, il va falloir serrer. Et ça, je vous le conseille fortement. Alors après, j'en ai déjà fait aussi des distributions serrées sans aucun serrage au couple et tout.
mais c'est quand même risqué. Voilà, alors la pompe à eau, bon, bah, le serrage au couple, c'est pas obligatoire, il faut juste bien serrer les vis, etc. Mais après, le serrage du galet tendeur, je vous le conseille au couple. Et le serrage du vilebrequin, de la vis de vilebrequin, je vous la conseille au couple aussi, les amis. Voilà, on ne sait jamais. Trop serrée, elle peut péter net. Pas assez serrée, elle peut se desserrer. Et il en va de la vie de votre moteur. Donc après, c'est à vous de voir si vous voulez ou pas. Moi, perso, je vais juste me contenter de serrer donc le galet tendeur au couple. Et puis le galet, la vis de vilebrequin au couple aussi. Et pour l'occasion, je voulais vous présenter ma nouvelle clé, les amis. Je viens de m'acheter une Berner, voilà, 250 balles. Donc il m'en fallait absolument une de qualité parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, dans la vidéo, je vous avais présenté mes outils. J'avais une clé pas chère à 30 balles de supermarché, voilà. Et quand on fait des serrages au couple, il faut quand même avoir quelque chose de correct. Donc du coup, bah voilà, je me suis penché sur Berner. Et elle est très très bien expliquée. Tu vois, donc là on voit que là, hop, clac, on peut régler donc précisément. Donc là par exemple si je veux avoir 55 Nm, donc je me mets ici à 50. Voilà, paf, hop, là je suis à 50, pile. Et ensuite je rajoute ici 5, tac, et là j'ai 55 Nm. Voilà. Donc franchement, elle est hyper simple d'utilisation. Elle est costaud, on peut changer les embouts. Tac, donc bien, voilà. Je voulais juste, c'était la petite aparté pour vous présenter ma nouvelle clé, dont je suis très fier. Bon ben voilà, j'ai fait mes serrages au couple, j'ai terminé ma distribution. Je vais maintenant remonter tous les caches. Donc vous faites pareil de votre côté si vous faites votre distribution sur votre Twingo 8 soupape. Et on se retrouve après pour remonter un petit peu le collecteur, le boîtier filtre à air. On va faire les niveaux. On va, bien entendu, il va falloir rajouter du liquide de refroidissement, les amis, très important. D'ailleurs, avant d'oublier, je vais vous montrer où se trouve la vis, enfin plutôt les vis de purge pour remplir votre circuit de refroidissement et enlever un maximum d'air dans le circuit vu qu'on a changé la pompe à eau. Donc je vais vous montrer ça tout de suite et puis après on se reverra par la suite pour le remontage des éléments que j'avais démontés ce matin pour changer les joints, les bougies, etc., etc. Et puis ensuite on ira faire un essai de cette Twingo. Et oui. Voilà, donc ça tombe bien. Vu qu'il n'y a pas le collecteur d'admission, les tubulures, machin, donc je peux te le montrer facilement. Tu vois, ici tu as une petite vis. Comme un peu, ça ressemble un peu à une valve de pneumatique, tu sais. Donc, ce qui est important, donc tu viens ici. Ah, bon, j'arrive pas à le dévisser, mais tu comprendras. Tu viens enlever ton bouchon et puis tu vas remplir à ras-bord ton bocal de liquide de refroidissement. Et puis tu vas venir ici dévisser gentiment la vis. Donc sur le boîtier Calorsta ici, clac. Voilà. Et tu vas voir ton niveau s'abaisser ici. Donc une fois qu'il arrive en bas, tu refermes. Tu refais la pointe. Donc cette fois, tu ne vas pas jusqu'en haut parce que c'est pour éviter que tu en aies à en renlever si jamais tu en as trop mis. Donc là, tu te remets au max. Tu viens fignoler ici. Hop. Et ensuite, tu viens remettre un tout petit peu au-dessus du maximum. Et puis, tu vas venir finir purger. Ici, tu as la vis. Donc ça, c'est le circuit qui va au bloc chauffage dans l'habitacle. Donc tu viens démonter. Alors ici, tu t'assures déjà que ton liquide de refroidissement se mette à couler, que tu n'as plus d'air. Donc tu resserres correctement. Et puis ici, tu viens finaliser, pardon, je vais trouver les bons mots. Finaliser, donc tu démontes cette vis-là et tu vas avoir quelques petites bulles d'air qui vont sortir et du liquide. Une fois que le liquide sort, tu resserres. Et normalement, ta purge, elle est faite. Alors après, il faut aller faire un essai routier. Voilà, s'assurer que tout aille bien, etc. Et puis une fois que tu as fait tes quelques kilomètres d'essai routier, tu laisses ton moteur tourner au ralenti et il faut qu'il ventile. Très important, il doit ventiler. Donc ton ventilateur doit se mettre en route. Une fois que ça a dépassé les 90-92 degrés, il doit se mettre en route. Et là, tu as l'assurance que ton circuit est intégralement purgé. Et tu viens ensuite donc t'assurer que ton niveau est bien au maximum. Si ça manque un petit peu, tu fais la pointe. Et puis voilà, ta purge sera faite nickel. Allez, arrêtons les explications et je vais bombarder pour remonter tout ça maintenant. Et puis on se voit après. Comme tu peux le voir, bêtement, je n'ai pas recommandé les joints de l'admission alors que j'avais déjà prévu de la démonter. Bon, eh ben, tant pis, je me suis contenté de nettoyer. Alors les joints, ils sont encore souples. On voit qu'ils dépassent
on voit qu'ils dépassent largement du support en plastique. Donc ils sont encore relativement souples, ils sont pas trop secs, mais par sécurité, je ne l'ai pas encore étalé au doigt, mais je vais le faire. J'ai mis un petit peu de pâte, donc si toi tu veux faire la même chose, tu peux, il n'y a pas de souci. Il faut juste faire attention qu'il n'y ait pas du joint qui rentre à l'intérieur de la culasse, hein, parce que ça fait désordre, hein, c'est pas très bon. Donc voilà, tu mets vraiment juste un tout petit peu, que tu étales avec le doigt, que j'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Tac, 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 et puis ensuite tu viens remettre ton collecteur en place. Bon mes gens, ça y est, mon collecteur d'admission, je l'ai remis en place, je l'ai serré, donc j'ai remis mes vis un peu partout. Je me suis attelé, donc si vous le faites vous, n'oubliez pas de remettre bien les connectiques au bon endroit, donc chacune de vos connectiques. Donc normalement il y en a une, alors celle-ci je vais la remettre après, c'est la bobine d'allumage. Ici on a la rampe d'injection, donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite vous avez un tuyau ici, ça c'est le tuyau qui va au master back, 1 et 2, voilà, et puis bien sûr la canalisation de la rampe d'injection. Donc là attention, quand vous l'enlevez ou quand vous la remettez, il faut faire vraiment attention qu'elle soit bien à son emplacement, parce que sinon vous risquez d'avoir des fuites de carburant et ça peut être dangereux les amis. Donc là, celle-ci, il ne faut pas plaisanter avec. Voilà, et puis maintenant je vais remettre en place ma bobine, mes câbles avec mes belles bougies toutes neuves. Et puis je vais finir de purger mon système de refroidissement, contrôler tous mes niveaux. Et puis je vais démarrer cette auto. On va voir si tout va bien. Bon, c'est le moment de vérité. J'ai remis la vieille batterie provisoirement, histoire de la faire démarrer. Et puis on va voir ça ensemble. J'espère qu'il n'y a pas d'embrouille, que j'ai rien oublié. Normalement, j'ai tout contrôlé 2 fois. Donc mon travail devrait être bien fait. Allez, on y va ensemble. Hop là. Alors, qu'est-ce que ça dit, cette petite Twingo là? Ah! Du premier coup, dis donc, t'as vu ça? Elle tourne rond. Pas de claquement bizarre, pas de bruit louche, suspect, ni rien du tout. Petit coup d'accélération, nickel. Bon, c'est magnifique. Alors maintenant, je vais remonter garde-boue, la roue. Je vais aller acheter une batterie toute neuve, parce que j'ai le temps. Eh oui. Vu que je viens de terminer la partie moteur, bon alors il me reste la vidange de boîte de vitesse que je ferai dans une autre vidéo. Voilà, là je vais rajouter un petit additif traitement essence. Donc ça va permettre de lubrifier un peu les injecteurs, nettoyer un petit peu le circuit de carburant. Voilà, ça va pas lui faire de mal. Et puis j'irai faire un petit peu d'appoint en 98. Un bon carburant pour que Titine respire. Alors, comme vous avez vu, j'ai remplacé aussi des joints. J'ai constaté que le joint de l'arbre à cam ne fuyait pas, que le joint du vilebrequin, donc le joint spi, je parle, le joint spi du vilebrequin, le joint spi d'arbre à cam ne fuyait pas. Il n'y avait pas vraiment d'autres fuites moteurs. Cependant, c'est un moteur qui a 20 ans. Donc, quand j'ai fait l'appoint en huile la dernière fois, hors caméra, vous ne l'avez pas vu, j'ai rajouté ceci, un anti-fuite huile moteur de la marque Facom. Voilà, alors pourquoi Facom? Parce que Facom c'est français, moi je soutiens les entreprises françaises. Donc du coup j'ai acheté un Facom, puis en plus c'est fiable, c'est pas seulement parce que c'est français, mais aussi parce que c'est de la bonne cam. Donc du coup voilà, j'ai rajouté ça en appoint dans l'huile, et puis ça va permettre aux joints que je n'ai pas remplacés de retrouver leur souplesse, et puis de refaire une bonne étanchéité, et du coup le moteur ne fuira pas aussi vite que prévu, normalement. Mais non, ils fonctionnent bien les Facom. Moi, ça fait des années que je les utilise. Ils sont un petit peu plus chers, certes. C'est pas des trucs de supermarché. Mais voilà, tu les achètes sur Internet entre 8 et 10 euros. Voilà, donc après, tu en as à 6 euros, 7 euros. Mais franchement, pour 3-4 euros de plus, tu prends un Facom. Et il fonctionne plutôt bien. Moi, j'en avais d'ailleurs mis un dans ma Volvo. Et puis, pas de fuite moteur. Nickel, tout va bien. Voilà une belle batterie toute neuve. C'est beau. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la date dessus. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que comme ça, le prochain propriétaire saura quand est-ce que la batterie a été remplacée.
Et puis, si vous changez votre batterie vous-même, n'hésitez pas à mettre un petit peu de pâte cuivrée, ce qui améliore les contacts et ce qui empêche la corrosion et le verre de gris de s'installer. Voilà, une jolie indication. Enfin, jolie, pas vraiment. C'est pas très esthétique, mais au moins, ça renseigne le nouvel acquéreur. Il sait que la batterie a été changée le 14 janvier. Et puis, j'ai fait une petite annotation ici aussi. Pareil, c'est pas très esthétique, mais enfin, c'est pas grave. Voilà, de toute façon, avec un véhicule comme ça, on n'est plus dans l'esthétique depuis longtemps. Voilà, donc Distrib, pompe à eau, courroie d'accessoires, le 14 janvier 2022 à 199 915 km, les amis. Alors maintenant, c'est l'heure de vérité. On va aller driver un coup avec cette petite Twingo, qui n'est plus une Twingo d'ailleurs, hein, qui est censée maintenant être une Twingo normale, qui ne fuit plus. Donc on va aller faire ce petit tour. Ensemble, les amis, bien sûr. Et puis, c'est sur ces belles paroles qu'on se quittera après l'essai. Allez. À part ce vieux bruit de roulement dégueulasse que j'ai à l'avant et que je vais devoir remplacer, niveau moteur, tout se comporte bien. Pas de bruit suspect. Elle a toute sa puissance. Et je crois que l'opération de la journée a été rondement menée. N'est-ce pas? Donc la semaine prochaine, on se verra pour plein d'autres petites choses. On fera tout ce qui est bien-être de direction, freinage. Je vais remplacer les coupelles d'amortisseur avant. Je vais faire ce fameux roulement là. Je ne sais pas si vous le percevez au son, mais ça fait un vieux bruit dégueulasse. Et je pense que ça vient de l'avant droit, mais ça résonne tellement dans l'habitacle que je suis même pas sûr à 100%. Voilà, et puis voilà, mais sinon je me suis assuré que mon moteur ventile, donc très important quand vous faites une distribution, que vous avez purgé votre système de liquide de refroidissement, veillez à ce que le ventilo se mette en route en cas de surchauffe, enfin en cas de dépassement de la température de 90-92 degrés. Voilà, et si c'est le cas, c'est que tout va bien. Assurez-vous que votre chauffage fonctionne dans l'habitacle aussi, très important, donc là pour moi c'est le cas. Donc voilà. Tout s'est bien passé. Alors très important les amis, contrôlez une dernière fois votre niveau de liquide de refroidissement une fois que vous avez fait votre tour. Et puis regardez côté pompe à eau si vous n'avez pas une fuite quelconque. Ça peut arriver parfois, on pose du neuf, on fait les choses dans les règles de l'art et il peut y avoir un petit défaut, une pompe à eau fendue, un joint défectueux. Voilà, donc jetez un dernier petit coup d'œil pour être sûr, avoir l'esprit tranquille que votre opération a été menée dans les règles de l'art. Et puis, une fois que tout est OK, que vous voyez que tout va bien, vous êtes reparti pour 100 000 km ou 5 ans, la famille. Voilà. Moi, sur ces belles paroles, je vais vous quitter. C'est la fin de cette émission, voilà, de la Twingo qui est redevenue Twingo. Et on se verra donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode de cette Twingo, les amis. En attendant, abonnez-vous, partagez ma chaîne. Voilà, je me répète, encore une fois, je sais. Parce que les gens regardent toujours les vidéos. Vous savez que j'ai regardé mes petites analytiques il n'y a pas plus tard que 2-3 jours. Et j'ai constaté qu'en fait, 90% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. 90% les amis. C'est énorme. C'est énorme. Donc il faut vraiment, si le contenu que je vous propose vous plaît, abonnez-vous la famille et activez la petite cloche. Ça fera toujours plaisir. Bye, à plus et à la semaine prochaine. Ciao.